Réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour les questions d'actualité au gouvernement. Une actualité dominée aujourd'hui bien sûr par la situation en Égypte. Des questions portent sur cette actualité internationale cet après-midi au Sénat et vous le voyez sur ces images, le président du Sénat Gérard Larcher se dirige vers l'hémicycle. On va donc, comme je le disais, commencer par une question sur la situation internationale. C'est une question posée par le sénateur communiste Robert Hue. Normalement, c'est la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, qui va lui répondre. Le gouvernement qui sera interpellé à une deuxième reprise sur cette situation internationale, la Tunisie, l'Égypte. Cette fois, ce sera une question de la sénatrice socialiste Monique Cerisier Benguiga. Et là encore, c'est la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, qui devrait lui répondre. Et puis parmi les autres thèmes abordés cet après-midi ici au Sénat, des questions assez diverses qui portent sur le Grand Paris, sur le Conseil national du numérique, sur la formation des enseignants, ou encore sur la politique du logement. Je vous laisse tout de suite rejoindre l'hémicycle du Sénat. On va suivre ces questions en direct. On se retrouve après, ici, avec les sénateurs, les ministres, pour détailler tous ces différents points d'actualité dans le détail. À tout à l'heure. Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je tiens à rappeler que l'auteur de la question, de même que là où le ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est d'abord à notre collègue Robert Hue pour le groupe communiste républicain citoyen, un sénateur du parti de gauche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La promesse du président Moubarak de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de septembre n'a pas suffi à calmer la colère du peuple égyptien. La réaction violente d'éléments troubles partisans du régime qui a fait de nombreuses victimes, dont des journalistes, en terrorisant les manifestants ne peut que nous inquiéter sur la suite du processus en cours. Le régime à l'agonie tente-t-il de provoquer le chaos pour conserver le pouvoir? Après la Tunisie, avec l'Égypte maintenant, ce sont les peuples de cette région qui ne veulent plus subir ces régimes dictatoriaux qui nient les droits fondamentaux, la démocratie, et oppriment les populations pour préserver l'ordre économique libéral et protéger des oligarchies souvent corrompues. Votre politique envers ces pays a été cynique à l'égard des peuples et complaisante pour les pouvoirs. L'absence de projets et de résultats tangibles de l'Union pour la Méditerranée, que le président de la République coprésidait avec M. Moubarak, démontre l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Les erreurs diplomatiques et les fautes morales et politiques de Madame la ministre des Affaires étrangères n'ont pu que contribuer à dégrader encore la crédibilité de notre pays. Lorsque l'image de la France, de sa République sont ainsi ternies, il revient à chacune et à chacun, en toute conscience, de prendre ses responsabilités. À titre personnel pour le ministre, au titre de l'intérêt supérieur du pays pour le président de la République et pour vous, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous êtes déclaré préoccupé par la dégradation de la situation et prononcé pour une transition rapide vers un gouvernement à représentation élargie. Il s'agit donc maintenant de prendre des initiatives concrètes pour restaurer le crédit de la France, porter à nouveau nos valeurs et aider le peuple égyptien dans sa marche vers la démocratie, la justice sociale et le développement. Quelles initiatives prendrez-vous? Demanderez-vous une réunion en urgence du Conseil de sécurité? Quelles propositions ferez-vous lors du prochain Conseil européen pour que soit redéfinie la politique européenne d'aide au développement des pays de cette région dans un sens favorable à leur peuple et non aux seuls intérêts du libéralisme économique? Il faut une politique qui soit à la hauteur des mutations historiques en cours, à la hauteur de l'autorité de notre pays dans le monde, de l'honneur de la France.
Pour vous répondre, la parole est à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous avez la parole, Madame la ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur Hu. La devise de ma famille, Monsieur Hu, c'est bien faire et laisser dire. J'ai laissé dire beaucoup et j'ai démontré au fur et à mesure que toutes les attaques dont j'ai été l'objet étaient sans fondement, qu'elles étaient ignomineuses. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez essayé de rebondir de l'une contre l'autre. Alors, Monsieur Hu, j'ai effectivement, et le gouvernement a effectivement autre chose à faire que de parler de problèmes qui sont totalement vains, qui sont médiocres et qui, pour tout dire, sont indignes de la politique et de votre parti politique. Alors, Monsieur Hu, oui, la situation en Égypte est de plus en plus préoccupante. Et nous le disons, et je l'ai redit ce matin très fermement, les violences, d'où qu'elles viennent, doivent cesser. Les Égyptiens doivent pouvoir manifester leurs aspirations sans risquer leur sécurité, sans risquer leur vie. C'est d'ailleurs ce que la première j'avais dit au moment de la Tunisie et où, avec le Premier ministre, j'avais dénoncé, moi, avant que M. Ben Ali ne parte, l'usage disproportionné de la force et les morts. C'est bien la raison pour laquelle vous êtes les uns et les autres bien mal placés, car j'ai entendu beaucoup de choses, mais après le départ du président Ben Ali. Alors oui, Monsieur Hu, la France a bien l'intention de continuer à appliquer les principes de sa politique internationale, qui sont fondés sur l'état de droit, qui sont fondés sur l'appel à la démocratie et les libertés, qui sont aussi fondés sur le respect des peuples et de leur souveraineté, et non pas sur l'ingérence dans les affaires intérieures. Il n'y a aucune complaisance lorsque ces principes sont mis en cause, ni les principes de démocratie, ni les principes de liberté. Peut-être, Monsieur Hu, auriez-vous pu faire la même chose quand il s'agissait de mouvements qui se déroulaient en Europe de l'Est? On vous a peu entendu à l'époque. Merci. Merci, Madame le ministre d'État. La parole est à notre collègue Laurent Béteille pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur Maurice Leroy, ministre de la Ville et du Grand Paris. Le 26 janvier dernier, l'État et la région Île-de-France sont parvenus à un accord, au moins partiel, en vue de la réalisation des infrastructures de transport du Grand Paris. Je tenais à saluer cette excellente nouvelle qui doit beaucoup à votre implication personnelle. Je voudrais cependant ici faire une remarque et vous poser une question. Je voudrais rappeler tout d'abord que, conformément à l'article 2 de la loi, il convient de procéder par priorité au renforcement des réseaux existants en termes de sécurité, de fréquence et de ponctualité. C'est le sens de l'amendement de Christian Cambon que nous avions défendu ensemble ici même. Je me réjouis donc que la modernisation des réseaux actuels, en particulier des RER, ait été prise en compte, même si je m'interroge sur le montant réservé à cette première opération. J'en viens à la question qui porte sur la desserte du plateau de Saclay. Je partage bien sûr avec beaucoup d'élus de cette région la nécessité de préserver l'existence de la zone agricole que les projets de cluster universitaires ne doivent pas remettre en cause. J'avais d'ailleurs déposé un amendement à l'article 28 du projet de loi pour préciser que cette zone de protection devait comporter au moins 2300 hectares de terre consacrés à l'agriculture. Ceci est naturellement pleinement compatible avec le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, qui ambitionne un rayonnement international voulu par le président Sarkozy et qui est une chance pour notre pays. C'est pourquoi il est impératif que le plateau de Saclay et les réseaux de transport conforment à cette stratégie, ce qui suppose de pouvoir relier le plateau à Paris en moins de 30 minutes et à Roissy en moins de 50. Je souhaite donc vous faire part de l'inquiétude des élus, de l'ensemble de la communauté scientifique concernée et des milieux économiques sur l'absence d'accord sur la desserte du plateau. Les déclarations cacophoniques des membres de la majorité régionale ne sont pas là pour nous rassurer. Aussi, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, quelles sont les mesures que vous entendez prendre pour que ce territoire stratégique soit convenablement desservi et que cette desserte soit en adéquation avec les projets de développement du cluster
et plus simplement avec la loi elle-même. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Maurice Leroy, ministre de la Ville. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur Laurent Béteille, nous ne pouvons que nous réjouir avec vous de cet accord historique avec le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, en faveur des transports. Vous l'avez dit, vous avez raison, cette vision partagée en matière de transport a été portée à la connaissance des deux débats publics. Elle va permettre de conjuguer les efforts de tous pour moderniser le réseau existant et réaliser au plus vite un projet de métro automatique en rocade. D'ailleurs, les Franciliens, très largement, l'ont exprimé tout au long des deux débats publics. L'urgence, et je vous rejoins, Monsieur Béteille, l'urgence sur le réseau actuel, c'est bien le RER. Je vous confirme donc l'engagement commun de l'État, avec Nathalie Kosciusko-Morizet notamment, de plus d'1 milliard d'euros, notamment en faveur des RER C et D, auxquels se rajoute le financement du renouvellement du matériel roulant de la ligne A. Sur le développement et la desserte du plateau de Saclay, nous ne sommes effectivement pas parvenus à une vision commune, je le regrette, je le déplore, mais cela ne compromet en rien les engagements de l'État. Le protocole expose clairement la vision de l'État concernant Saclay et sa desserte. Nous allons bien assurer une desserte de Massy, Saclay, Saint-Quentin en Yvelines, Versailles, par un métro automatique, en respectant, vous l'avez dit, vous l'avez défendu dans la loi avec votre collègue Cambon, en respectant la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Le pôle scientifique de Saclay sera bien alors relié à Paris en 30 minutes et à l'aéroport de Roissy en 50 minutes. C'est un engagement ferme du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement. Cet engagement sera tenu. Le développement du plateau de Saclay est une condition essentielle du renforcement de l'attractivité de notre région capitale. Vous pouvez donc compter sur ma détermination sans faille pour le mener à bien, en partenariat avec les acteurs locaux, car je note, et ça je pense que sur tous les bancs ici on ne pourra qu'être favorable, ici on est devant le Conseil qui représente les collectivités territoriales, et effectivement je note que le Conseil général des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, à l'unanimité, le Conseil général de l'Essonne, à l'unanimité, est tout à fait favorable à la desserte de Saclay. Donc vous voyez, Conseil général de l'Essonne unanime, et l'État, nous devons pouvoir y parvenir. Monsieur le ministre, la parole est maintenant au président Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, le 30 janvier, est enfin paru au journal officiel le décret relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale, les CDCI. Ces commissions, bien connues des maires et des élus locaux de nos départements, auront très prochainement la responsabilité de dessiner la nouvelle carte de l'intercommunalité et ainsi d'élaborer avec les préfets et avant la fin de cette année le schéma départemental de coopération intercommunale. L'enjeu est donc de taille puisqu'il ne s'agit pas moins que d'achever la carte de l'intercommunalité et ce avant le 1er juin 2013. Or, Monsieur le ministre, si l'on peut accepter ces délais prévus par la loi portant réforme des collectivités territoriales, il en va tout autrement du calendrier précipité imposé par le récent décret du 30 janvier. Ce texte demande au préfet d'organiser avant le 17 mars prochain des élections chargées de renouveler les CDCI conformément à leur nouvelle composition. Monsieur le ministre, ce calendrier pose problème. D'une part, il est très court, trop court, puisqu'il laisse à peine plus d'un mois pour organiser et mener la campagne pour la composition des CDCI. Et d'autre part, cette campagne va se télescoper avec celle des élections cantonales qui aboutira
nécessairement un renouvellement substantiel des conseillers généraux et parfois même des majorités départementales. Le jeu est donc faussé. Comment tolérer que les préfets entament des consultations et commencent à élaborer des projets de schéma départemental en concertation avec tous les élus locaux qui, dans le même temps et pour une grande partie d'entre eux, se présentent devant le suffrage universel? Cette situation n'est pas acceptable. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, pourquoi ne pas envisager un report du calendrier du renouvellement des CDCI? Pourquoi autant d'empressement alors que le Parlement attend toujours que vous proposiez un nouveau tableau pour la répartition des conseillers territoriaux, comme vous y oblige la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre dernier? Quand nous présenterez-vous ce tableau? Une chose est sûre, pas avant les élections cantonales. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi faire preuve d'aussi peu de considération à l'égard des élus locaux de nos territoires, ces élus de la République qui font vivre quotidiennement la démocratie locale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Yvon Collin, à votre tour de poser une question après Nathalie Goulet la fois précédente sur la question de l'organisation des conseils départementaux des intercommunalités dans nos départements. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, que c'est dans un très large consensus que cette réforme, pour ce qui concerne l'intercommunalité, a été votée. Avec une petite nuance, c'est que le gouvernement aurait souhaité avoir des délais un peu plus amples pour la mise en œuvre. C'est le Parlement qui a souhaité restreindre ces délais. Quels sont ces délais? Les élections permettant le renouvellement des CDCI doivent être organisées au plus tard 3 mois après la publication de la loi, soit d'ici le 16 mars 2011. C'est la loi. C'est la loi. Et c'est le Sénat qui l'a voté, permettez-moi de le dire. Les préfets doivent arrêter un projet de schéma départemental de coopération intercommunale au plus tard le 31 décembre 2011. Les communes devront appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard le 1er juin 2013. Il revient donc au gouvernement d'organiser l'ensemble de ces procédures en tenant compte des exigences qui sont formulées dans la loi. Et vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, l'ignorer. Donc à partir de là, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons effectivement publié le décret le 28 janvier, vous l'avez rappelé. Nous avons précisé, comme le dit la loi, les différentes participations, 40% communes, 40% EPCI, 5% syndicats, 10% départements, 5% régions. Mais je voudrais rassurer les élus sur le calendrier de cette mise en œuvre, et vous en particulier, Monsieur le Président. La CDCI sera complétée après le 27 mars par les représentants du Conseil général, puisqu'il est prévu 3 semaines après le 27 mars, et nous arriverons à ce moment-là le 17 avril pour la désignation des conseillers généraux. Donc nous tenons bien compte de la réalité qui est celle de l'élection des conseillers généraux et bien sûr la désignation des conseillers généraux au sein de ces CDCI. C'est à cette occasion et pas avant que sera présenté le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Il s'en suivra une phase de consultation des communes et EPCI de 3 mois, à l'issue de laquelle la CDCI aura 4 mois pour se prononcer. 3 mois plus 4 mois, ça fait 7 mois. Quand vous prenez les 7 mois plus les 3 mois au début, vous êtes déjà à 10 mois. C'est la raison pour laquelle il n'était pas possible d'aller au-delà des délais simplement pour respecter ce que la loi a proposé. Je voudrais simplement, pour terminer, vous aurez bien compris qu'après cela, les élus auront donc tout le temps nécessaire à compter du mois d'avril pour améliorer la carte intercommunale, 3 et 4 mois, de leur département. Voilà, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président, les éléments de réponse que je souhaitais apporter pour vous dire que, bien entendu, le gouvernement a été réactif pour permettre à ce que nous puissions proposer ces délais, à ce que les préfets puissent s'organiser et transmettre les informations, et à ce que sur le terrain, à la fois les représentants des communes, mais aussi des départements et des régions, puissent être les plus opérationnels. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. En novembre dernier, je m'inquiétais de la disparition du Forum des droits sur l'Internet sans qu'aucune structure de remplacement ne soit annoncée. En presque 10 ans, il avait prouvé son utilité et son efficacité et travaillé depuis plusieurs mois à son évolution institutionnelle, notamment et conformément à l'une de vos propositions faites en 2008 pour le plan numérique 2012 à la création d'un Conseil national du numérique rassemblant le Forum et d'autres structures. Pourquoi le Forum n'a-t-il pas été maintenu quelques mois supplémentaires le temps que soit installé le Conseil?
En décembre, Monsieur le ministre, vous annonciez la création d'un groupe de travail préliminaire chargé de vous faire des propositions pour ce futur conseil. Or, le 20 janvier, on découvrait sur Internet la mise en place d'une consultation publique, remplaçant ainsi le comité d'experts prévu. Quelles sont les raisons de ce changement ? Celui-ci aura-t-il un impact sur le calendrier annoncé pour avril? On peut le penser, car pour être sérieuse, une consultation nécessite un peu de temps. Pouvez-vous nous garantir la transparence des résultats? Certains propos que j'ai récemment entendus de la bouche même des responsables à ce sujet étaient peu rassurants. Nous avons noté que vous avez confié cette mission au PDG de Price Minister, un acteur du numérique. Sans nier ses compétences, ne pensez-vous pas qu'une personnalité moins impliquée professionnellement dans ce secteur, ni juge ni parti, n'aurait permis une approche plus objective et globale des problématiques de cet écosystème qu'est aujourd'hui le monde du numérique? Au-delà de la méthode, il y a aussi une vraie question de fond. On voit aujourd'hui les bouleversements dans ce secteur et les nombreuses questions d'ordre culturel, économique, financier, juridique et éthique qui en découlent. Ainsi, pouvez-vous nous indiquer quels seront le rôle, les missions et les outils du futur Conseil? Sera-t-il un club d'experts défendant les intérêts d'un secteur? Ou alors s'investira-t-il dans une réflexion plus générale jusqu'à inclure des sujets sociétaux et éthiques, ce qui nous semble essentiel? Ou bien encore sera-t-il un outil de régulation? Quelle en serait alors l'articulation avec les autorités déjà existantes? Quoi qu'il en soit, sa composition devra être équilibrée et représentative des acteurs concernés. Bon nombre d'entre eux s'inquiètent en effet de l'opacité du projet. Enfin, autorégulation, régulation, législation, ce sont aussi de vraies questions auxquelles réfléchissent les parlementaires, comme en témoignent les nombreux rapports publiés ces dernières années. En conséquence, Monsieur le ministre, le Parlement ne doit pas être mis à l'écart de cette réflexion. À l'heure où la nécessité d'une gouvernance mondiale d'Internet et la dimension multi-acteurs s'imposent comme des éléments clés, j'espère que vous saurez nous apporter des réponses à ces interrogations et je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Éric Besson, ministre en charge de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame le sénateur Morin-Desailly, oui, nous vivons une véritable révolution numérique, une révolution de l'Internet. Vous le savez, nous étions ensemble ce matin à un colloque largement consacré à la lutte contre la fracture numérique et toutes les initiatives que nous devons prendre sur ce sujet. Dans ce contexte, parce que la révolution numérique affecte nos modes de travailler, notre façon de nous transporter, la façon dont nous pouvons accéder à une recherche d'emploi, à des loisirs, à de la culture, etc., il y a lieu de consulter les acteurs de l'Internet avant que les politiques publiques, la loi, le règlement, ne puissent intervenir. C'est dans ce cadre que le président de la République a eu récemment l'occasion d'annoncer, de confirmer la création d'un Conseil national du numérique qui sera, je réponds très précisément à votre question, une instance de consultation, de concertation avant que les politiques publiques ne puissent agir. J'ai effectivement, comme vous l'avez souligné, confié à Pierre Kosciusko-Morizet une mission et il me remettra son rapport avant le 15 février. Au-delà des responsabilités professionnelles qui sont les siennes et que je confirme, c'est, je crois, un acteur incontesté du monde de l'Internet et qui a été reconnu comme tel dès sa nomination. Il nous fera des propositions extrêmement simples. Quels sont les besoins des acteurs ? Quels sont les éléments de comparaison internationale dont nous avons besoin? Quel doit être exactement le fonctionnement et la composition de ce Conseil national du numérique? À partir de ce rapport que je remettrai au président de la République et au Premier ministre, il y aura la définition par décret de ce que doit être le Conseil national du numérique et le président de la République a souhaité nommer lui-même les personnes qui seront membres de ce Conseil national du numérique. Vous aurez bien évidemment l'occasion de vérifier que le Parlement sera très étroitement associé à ce Conseil national du numérique. Nous discuterons bien évidemment du rapport et il y aura à minima un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat au sein de ce Conseil national du numérique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Madame Monique Cerisier-Benguiga pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre,
Les révolutions qui ont éclaté au sud de la Méditerranée condamnent les orientations de la diplomatie sarkozienne que vous devez mettre en œuvre. Sur l'avenir de ces révolutions, seuls les États-Unis exercent une influence évidente, alors que la France, initiatrice de l'Union pour la Méditerranée, est ignorée. À confondre diplomatie et intérêts économiques, à sombrer de la complaisance au copinage, à force de pratiquer le double langage, le gouvernement français s'est attiré l'hostilité de ces peuples spoliés du produit de leur travail, terrifiés par une effroyable répression, bâillonnés, soumis au culte imbécile de la personnalité, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, là où, selon le président Sarkozy, s'élargissait l'espace des libertés. Propos ravageurs, croyez-moi, tout comme l'a été la vision de la brochette de dictateurs se pavanant autour de notre président à la tribune d'honneur du 14 juillet 2008. Les geôliers de leur peuple fêtaient la prise de la Bastille. Quelle dérision! Les peuples du sud de la Méditerranée ont vivement ressenti ce mépris du gouvernement français, qui les condamnait à subir des dictatures mafieuses au motif fallacieux de protéger les Européens de l'extrémisme religieux. À cela se sont ajoutés 7 fois en 8 ans des lois hostiles aux immigrés et à leurs descendants devenus français, des lois hostiles aux étudiants étrangers. Ces politiques ont contribué à creuser le fossé entre la France et le sud de la Méditerranée. Vous tournerez-vous enfin vers l'avenir, Madame le ministre? Toute une jeunesse, des associations, des partis politiques, des syndicats, des médias défendent dans le monde arabe et musulman les mêmes valeurs que celles qui animaient nos jeunes ancêtres de 1789. Êtes-vous prête à mener une politique méditerranéenne qui tienne enfin compte des oppositions et qui les respecte? Êtes-vous prête à recevoir des télégrammes politiquement incorrects de diplomates aux relations et aux sources d'informations multiples? Quand un juge d'instruction sera-t-il saisi sur les avoirs de Ben Ali et de son entourage? Êtes-vous prête enfin à mener une politique méditerranéenne qui sorte du carcan technocratique de l'UPM pour enfin obtenir le triomphe de la démocratie? La parole est à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame Cerisier Benguiga, oui, il se passe aujourd'hui beaucoup d'événements dans le sud de la Méditerranée et nous devons effectivement, le peuple français, le gouvernement doivent être aux côtés des peuples tunisiens, des peuples égyptiens pour leur permettre à la fois d'exercer sans violence leur droit de manifester leurs aspirations et également pour participer au redressement de ces pays, à leur installation dans la démocratie et nous l'avons proposé dans des propositions bilatérales à la Tunisie et nous avons également appelé en Égypte les gouvernants à aller vers une transition démocratique qui permette notamment des élections libres. Oui, c'est notre conception aussi des relations internationales, je tiens à le dire, et l'UPM est justement l'idée qu'il y a une grande solidarité et qu'il y a des intérêts communs qui doivent être défendus ensemble. C'est ça, et c'est ça aussi le respect des peuples. Les principes de la politique internationale de la France que j'évoquais tout à l'heure, c'est cela, c'est le respect de l'état de droit. On discute avec des gouvernants, c'est la non-ingérence et c'est l'appel à la démocratie et aux libertés. Alors oui, nous sommes dans cette démarche et nous le sommes également d'ailleurs au plan européen. Ce sont les idées que j'ai développées devant le Conseil des ministres des Affaires étrangères européens la semaine dernière. Et nous allons continuer à agir en ce sens
France. Et c'est mon travail de tous les jours. Et c'est avec aussi le processus de paix, la raison pour laquelle je reçois tout à l'heure Madame Ashton. C'est la raison pour laquelle également je tiens ce soir un dîner de suivi de la collecte des donateurs pour la Palestine. Tout ceci, c'est la politique et c'est ma politique au quotidien. Alors, vous voulez donner un certain nombre de grandes leçons sur ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire. Je crois qu'il faut toujours être très prudent en la matière. Parce que, si vous voulez, il y a des questions que vous pouvez peut-être aussi poser à vos amis. J'ai lu, par exemple, le compte-rendu du Conseil de l'Internationale socialiste des 15 et 16 novembre dernier. À l'invitation du Parti socialiste, qui y avait-il parmi vos invités? Il y avait Monsieur Jelal Trabelsi et Madame Hajer Cherif, qui, si je ne me trompe, sont plus que proches de Monsieur Ben Ali. L'avez-vous oublié? Avez-vous oublié également que le Parti socialiste a attendu 3 jours après le départ de M. Ben Ali pour demander l'exclusion du parti qu'il présidait de l'Internationale socialiste? Vous pourriez vous en excuser. Et M. Gbagbo, qu'attendez-vous encore pour l'exclure lui aussi et son parti de l'Internationale socialiste? En le gardant parmi vous, vous gardez quelqu'un qui refuse un vote démocratique. Merci. La parole est maintenant au président Adrien Gauthieron pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le ministre, je veux vous interroger sur la formation des enseignants. L'année dernière, au concours d'enseignement du second degré se sont présentés, m'a-t-on dit, 21 000 candidats. C'était un peu moins que l'année dernière. Il faut faire en sorte que les concours de l'enseignement continuent à attirer de bons candidats et, si possible, les meilleurs, Monsieur le ministre. Le recrutement au niveau du master est évidemment une condition de revalorisation aux yeux de notre société tout entière de la condition enseignante. C'était indispensable dans une société devenue de plus en plus exigeante. Vous l'avez fait, je crois que c'est une bonne chose. Mais il faut, Monsieur le ministre, que cette élévation du niveau de recrutement, ça me paraît normal, s'accompagne de mesures financières qui contribue et participe à cette revalorisation. Et c'est le premier élément de ma question. Qu'en sera-t-il exactement? Qu'en est-il, Monsieur le ministre? Il faut évidemment que ce recrutement, cette masterisation, comme on dit, s'accompagne aussi d'une formation pédagogique. La formation disciplinaire est absolument nécessaire, on l'a parfois oublié, mais elle n'est pas suffisante, on le sait bien. Il ne suffit pas de posséder parfaitement une discipline pour savoir la transmettre à des enfants ou à des jeunes. Il faut donc une formation pédagogique, mais une formation pédagogique qui soit une formation pratique, utile, Monsieur le ministre, et pas une formation théorique. Alors, je vous interroge, vous nous avez expliqué, vous nous avez indiqué que vous envisagiez de mettre en place avec votre collègue, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des masters disciplinés, voire des masters en alternance. Qu'en sera-t-il? Où allons-nous? Pouvez-vous nous donner des indications? Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas là une occasion aussi de faire en sorte qu'on distingue bien les fonctions d'enseignement, car on n'enseigne pas dans un collège comme on enseigne en classe terminale. Il y a donc des différences à mettre en place dans la formation des enseignants. Qu'envisagez-vous de faire? Voilà mes questions, Monsieur le ministre, sur un sujet qui, je crois, intéresse les Français et même la France et son avenir. La parole pour répondre au président Gauthieron est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Adrien Gauthieron, d'abord un élément de précision par rapport à votre question. Si le nombre de candidats au concours a été en retrait cette année par rapport à l'année dernière, c'est en grande partie du fait qu'une promotion d'étudiants a pu se présenter 2 fois au concours, puisque l'année 2011 est l'année de transition vers le passage au niveau master. Et donc, la même génération a pu présenter l'ancien et le nouveau concours. Il faut donc attendre l'année prochaine pour voir si nous retrouvons un nombre de candidats au concours comparable aux années précédentes. Mais vous avez raison d'insister, Monsieur le sénateur, sur l'importance de la formation initiale des enseignants. Et d'ailleurs, les enquêtes internationales qui sont parues récemment, notamment l'enquête PISA, démontrent l'importance de cette formation dans la performance des systèmes éducatifs.
éducatif. Et nous avons eu raison, je crois, monsieur le sénateur, d'augmenter d'une année la formation initiale de nos enseignants, ce qu'on appelle la mastérisation, comme le font d'ailleurs la plupart des grands pays développés, une formation qui se déroule maintenant à l'université et qui alterne des phases disciplinaires à des phases pédagogiques, d'enseignement pédagogique, les deux étant très importants pour enseigner. Alors, nous avons déjà mis en place des formations pédagogiques, 2 fois 108 heures, en 4e année d'études, en 5e année d'études, des stages d'observation, des stages de mise en situation qui existent aujourd'hui. Nous avons également développé des modules de formation spécifiques pour les professeurs stagiaires, l'année où ils vont se titulariser. Depuis le début de cette année scolaire, j'ai indiqué que nous étions prêts à tirer toutes les conséquences de la phase d'adaptation, de l'année de transition, et à améliorer, si c'était nécessaire, la formation l'année prochaine. Nous travaillons donc avec Valérie Pécresse sur des masters polyvalents, notamment pour le premier degré. On a besoin de cette polyvalence. Sur des masters en alternance, pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre formation disciplinaire et formation pédagogique. Et nous allons développer des modules spécifiques sur certains enseignements. En primaire, par exemple, 75% des professeurs des écoles sont plutôt des littéraires. Il faut qu'avant d'être devant les élèves, ils apprennent les disciplines scientifiques pour pouvoir transmettre aux élèves le goût des sciences. Cette mastérisation, elle se traduit aussi par une revalorisation de la fonction enseignante. C'est un sujet très important. Et je réponds à votre question. Nous avons augmenté tous les nouveaux professeurs de 10% à la dernière rentrée scolaire. C'est considérable. 157 € par mois pour un professeur certifié, 259 € par mois pour un professeur agrégé. Vous voyez, nous mettons en place cette politique qui consiste à exiger davantage en allongeant la formation initiale, en étant plus performant et en valorisant davantage la fonction enseignante. Telle est la politique que nous menons, monsieur le sénateur. Merci. Monsieur le ministre, la parole est à notre collègue Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en chargé du logement. Pour 15 millions de Français, je dis bien 15 millions, la fin du mois se joue souvent à quelques dizaines d'euros près. Aujourd'hui, il existe une France de la précarité, une France qui vivre et se loger décemment est un combat quotidien. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre jette un éclairage glaçant sur une réalité dramatique, inacceptable et pour tout dire indigne de notre pays. À l'heure d'aujourd'hui, la situation s'est encore aggravée et on compte en France 3,6 millions de non ou mal logés, dont 33 000 sans abri, 100 000 sans domicile et 117 000 sans logement personnel. Pour cela, il faudrait construire plus et surtout construire mieux là où sont les besoins. Le mal-logement, c'est une blessure au cœur de notre pacte républicain. Vous y répondez par des satisfecits convenus et des propositions de réforme fiscale hasardeuses, comme le projet de fiscalité foncière, différentes selon les territoires. Les solutions existent pourtant. Ma question est donc simple. Quand allez-vous supprimer les aides fiscales à la construction qui, sans contrepartie sociale, ne bénéficient qu'aux plus riches? Quand allez-vous consacrer l'argent public à résoudre réellement les situations les plus criantes et assumer vos responsabilités dans la lutte contre les marchands de sommeil? Quand allez-vous enfin imposer dans tous les programmes de logement 30% de logements à prix accessible? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Benoît Apparu, secrétaire d'État chargé du logement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je voudrais d'abord, devant vous tous, saluer le travail de la Fondation Abbé Pierre. C'est un travail sérieux, c'est un constat sérieux, ce sont des propositions sérieuses et c'est une vraie capacité à porter des débats. Et j'aimerais que sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, tout le monde suive l'exemple des débats qui sont lancés par certaines grandes associations. Je voudrais également vous dire que parmi les propositions de la Fondation Abbé Pierre, certaines, nous allons les reprendre. Quelques exemples si vous le voulez bien. Tout d'abord, la Fondation Abbé Pierre nous demande de lancer une grande loi foncière. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, nous allons lancer une réforme de l'urbanisme en 2011. La Fondation Abbé Pierre nous demande de construire plus de logements sociaux. Je voudrais vous rappeler qu'en 2010,
Ce gouvernement, cette majorité, a financé 130 000 logements sociaux. Je vous rappelle qu'à l'époque où vous étiez au gouvernement, vous en financiez à peine 40 000. La Fondation Abbé Pierre nous demande de concentrer, de dépenser 2% de notre produit intérieur brut au bénéfice du logement. Cette année, nous aurons fait 1,96, à savoir un record depuis 1986. La Fondation Abbé Pierre nous demande de travailler sur la précarité énergétique. Ce gouvernement va dépenser 1,25 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros au titre des dépenses d'avenir, pour travailler et faire des travaux dans 300 000 logements au titre de cette précarité énergétique. Enfin, un dernier point, si vous le voulez bien. J'ai un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec la Fondation Abbé Pierre. C'est celui de la France de propriétaires. Cette majorité, ce gouvernement, souhaite que les classes moyennes, que les plus modestes, puissent également accéder à la propriété. C'est notre engagement de campagne électorale, c'est notre conviction. Il faut que le maximum de nos compatriotes puissent accéder à la propriété et pas simplement les plus riches comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Hérisson pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Chantal Joanneau, ministre des Sports. Madame la ministre, je crois pouvoir dire que l'on voit naître une adhésion des Français à la candidature d'Annecy pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2018. Je le dis comme sénateur de la Haute-Savoie, élu d'Annecy, et en associant mes deux collègues Jean-Paul Amoudry et Jean-Claude Carle, et bien sûr vous, Monsieur le Président, ainsi que Bernard Accoyer, député de la Haute-Savoie, président de l'Assemblée nationale. Mes collègues députés de la Haute-Savoie, la très grande majorité de mes collègues sénateurs et députés, je peux également vous assurer, Madame la Ministre, que toutes les collectivités concernées sont elles aussi pleinement mobilisées, ainsi que le monde économique et sportif. Elles le sont d'autant plus que cette candidature est en train de faire évoluer nos montagnes vers un mode de développement durable plus respectueux de notre environnement. C'est notre projet à tous et pour tous. Le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, a déclaré que la candidature d'Annecy gardait toutes ses chances. Toutefois, il ne faut pas se cacher que les candidatures adverses bénéficient de moyens plus que conséquents. Il semble que ce soit de plus en plus les moyens et les réseaux qui priment lors des candidatures pour l'accueil des grands événements sportifs. Je pense en effet ne pas être le seul à avoir été très déçu de voir l'organisation des championnats du monde de handball de 2015 échapper à la France, alors que, fallait-il le démontrer, nous sommes une grande nation du handball. Les experts l'ont démontré dimanche dernier. Désormais, Madame la Ministre, des questions se posent. Cela va faire un mois qu'une équipe dirigeante a été mise à la tête de la candidature d'Annecy. L'arrivée de Charles Becbédé devrait répondre à deux faiblesses de la candidature. Nos difficultés à nous vendre à l'international, si je peux m'exprimer ainsi, et on y revient, la nécessité de trouver de nouveaux financements privés pour Annecy 2018. Où en est-on aujourd'hui ? Nous savons que dans quelques jours, Madame la Ministre, vous allez devoir défendre cette candidature devant le comité d'évaluation du comité olympique international à Annecy. Vous savez bien entendu que vous pourrez compter sur les élus de Rhône-Alpes, de la Haute-Savoie, d'Annecy. Comment le gouvernement compte-t-il s'investir pour défendre au mieux cette candidature qui est aussi la candidature de la France? Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Chantal Joanneau, ministre des Sports. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Hérisson, les Jeux olympiques et paralympiques sont toujours un grand moment pour une nation. C'est le moment qui permet en général de relancer une dynamique sportive dans un pays. Nous sommes dans la dernière ligne droite puisque la décision doit se prendre à Durban le 6 juillet prochain. Et si j'ai souhaité que l'État s'investisse beaucoup plus fortement dans ce dossier, c'est parce qu'il y va de la dignité nationale, il y va de présenter une candidature propre,
jusqu'au bout et professionnelle. Et nous avons relancé une certaine dynamique avec une nouvelle équipe autour d'un chef d'entreprise, 2 sportifs, Jean-Pierre Vidal, et une grande sportive suédoise, Pernilla Wiberg, qui a décidé de soutenir la candidature française. Nous avons relancé une dynamique avec une nouvelle stratégie à l'international qui est pilotée par Guy Druth, qui est membre du Comité international olympique. Alors, avons-nous une chance de gagner? Nous avons une valeur ajoutée dans notre dossier, qui est que ce sont les seuls dossiers qui présentent des Jeux dans une montagne, une haute montagne, à valeur écologique. Nous allons essayer de montrer par ce dossier qu'il est possible d'avoir des Jeux olympiques écologiques dans une montagne, entre guillemets, du XXIe siècle. Et lors de la commission d'évaluation qui sera présente la semaine prochaine, il y aura 7 ministres, 7 membres du gouvernement qui seront présents pour accueillir cette commission. Si l'État doit s'investir, c'est une question de dignité. Pour autant, ne tombons pas dans la caricature et dans la course à l'argent. Il y aura des moyens supplémentaires. Déjà, cette nouvelle dynamique a permis de mobiliser 1,8 million d'euros supplémentaires de la Caisse des dépôts et consignations et de la Compagnie nationale du Rhône. Mais il n'est pas question de budget faramineux. Il n'est pas question de tomber dans cette course à l'argent. La situation budgétaire ne le permet pas de toute façon. Et je ne pense pas que ce serait à notre honneur de cautionner cette forme de dérive et de course à l'argent dans le sport. Je vous remercie. Madame la ministre, la parole est maintenant à notre collègue Jackie Pierre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Nous le savons, la colère monte chez les éleveurs français, qu'il s'agisse des éleveurs de porcs, de bovins ou de volailles. Avec la hausse des coûts de production due à la forte augmentation des prix des céréales, donc des aliments pour le bétail, et des prix de vente qui stagnent, les producteurs de viande sont dans une situation de plus en plus difficile et qui offre peu de perspectives d'avenir. Le prix du blé sur les marchés internationaux a augmenté de 94% entre juin et décembre dernier et ceux du maïs de 63%. La pérennité de nos filières d'élevage est donc aujourd'hui sérieusement remise en cause. La Fédération nationale porcine a exprimé le profond désarroi des éleveurs la semaine dernière lors d'une grande manifestation ici à Paris. Aujourd'hui, à l'occasion de son congrès national tenu à Houtan, berceau du Charolais, c'est au tour de la Fédération nationale bovine d'alerter les pouvoirs publics sur la détresse des éleveurs. Les éleveurs bovins porcins réclament une augmentation du prix de la viande. Depuis 4 ans, ce secteur est en crise et le prix de vente aux négociants n'a pas augmenté, alors que le prix à la consommation a, lui, augmenté de 40%. La viande doit être achetée à un prix raisonnable afin que les éleveurs puissent légitimement en vivre. Ne faudrait-il pas se pencher du côté de la marge des intermédiaires et de celle des grandes et moyennes surfaces? La transparence doit être partout de rigueur. N'est-ce pas le rôle de l'Observatoire des prix et des marges ainsi que celui des interprofessions? Alors que les professions céréalières et laitières reprennent chacune du poil de la bête, les producteurs de viande subissent toujours une crise interminable qui induit le bas niveau des cours. L'ensemble des filières d'élevage a besoin de signaux rapides de la part du gouvernement. En conséquence, Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour plus de régulation et de soutien en faveur d'une production de viande française compétitive et durable? Merci. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir accepter les excuses de Bruno Le Maire, qui est justement en ce moment à l'Assemblée générale en train de défendre la position du gouvernement auprès des éleveurs et son degré d'implication n'est plus à démontrer. C'est l'occasion pour moi de rappeler à juste titre, comme vous le soulignez vous-même, l'ensemble des positions défendues par les pouvoirs publics pour aider notre filière en matière d'élevage, notamment le programme singulier, particulier, exceptionnel en 2009 qui a permis, je crois, de donner une bouffée d'oxygène significative aux éleveurs.
La poursuite des négociations avec nos partenaires européens en la matière, le déblocage concernant la question du stockage et l'accord récent obtenu par Bruno Le Maire auprès de la Commission européenne, justement sur cette problématique d'aide d'urgence à la filière d'élevage. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on trace des perspectives. Et il faut que nous répondions à 3 questions importantes. D'abord, la question de l'évolution du prix, ensuite la question de la compétitivité et enfin la question de la lutte contre la volatilité à l'échelle internationale de cette problématique à travers l'évolution des matières premières dont le marché est trop instable pour donner des garanties dans la durée à nos éleveurs d'investir durablement dans des filières qui sont par ailleurs le fruit et l'objet d'une grande passion et souvent de nature familiale. Sur la problématique des prix, nous avons, je crois, avancé de manière suffisamment importante pour donner des garanties à court terme. Le gouvernement poursuivra ses efforts. Sur la problématique de la compétitivité, le gouvernement s'est engagé, vous le savez, à un plan d'ensemble à hauteur de 300 millions pour favoriser le développement des filières et notamment la reprise des installations et l'aide aux jeunes agriculteurs. Et sur la question de la volatilité, là encore, vous le savez, c'est une problématique qui doit s'aborder à l'échelle internationale. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement en ont fait un des points à l'ordre du jour prioritaire dans le G20 à travers la problématique des matières premières. J'observe d'ailleurs que sur la scène diplomatique internationale, nous avons obtenu des avancées puisque les États-Unis eux-mêmes ont reconnu l'importance de ce point en élément de discussion. Nous devons aussi discuter au niveau de l'Organisation mondiale du commerce et avec le Mercosur pour que l'ensemble des évolutions sur le plan international de la question des matières premières ne se fasse pas naturellement sur le dos des éleveurs dont cette filière est prioritaire pour l'agriculture française, donc pour les pouvoirs publics français. Merci Monsieur le Ministre. J'en profite pour dire qu'à ce moment même, les députés du Bundestag sont réunis avec nos collègues sénateurs et députés ici même pour évoquer la politique agricole commune et la position franco-allemande sur cette politique agricole commune. Donc, la parole est maintenant à Monsieur Martial Bourquin pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, chers collègues, il y a certains chiffres qui sont bons à rappeler et des additions qui pèsent très lourd. 8 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, vivent en dessous du seuil de pauvreté. 4 millions de chômeurs en décembre 2010, 2 fois la population de Paris. 700 000 personnes en situation de chômage de longue durée. Un jeune actif sur 5 de moins de 25 ans au chômage, le chômage des seniors en augmentation de 20% et une désindustrialisation massive de nos territoires. Derrière ces chiffres impressionnants, ce sont à chaque fois des réalités sociales, des drames humains dans les familles et un combat quotidien pour la dignité humaine de ces familles. Monsieur le ministre, une conclusion s'impose. Ce bilan est votre bilan et il est accablant. Monsieur le ministre, quand allez-vous mobiliser notre pays tout entier pour une véritable culture et politique industrielle de haut niveau, fondée sur l'innovation, des formations de qualité, des infrastructures productives, un financement adapté des filières, des dynamiques territoriales, en considérant les collectivités territoriales non pas comme des ennemis, mais comme des alliés majeurs? Quand allez-vous sortir, Monsieur le Ministre, de ce soi-disant budget de crise et d'austérité totalement inefficace pour vous engager pleinement dans la lutte pour le plein emploi, la croissance durable et accepter de redonner du lest au pouvoir d'achat? Enfin, quand allez-vous accepter de rééquilibrer la fiscalité pour favoriser enfin l'économie réelle, celle qui crée des emplois, pas celle qui recrée des bulles financières? Il faut inverser le logiciel, arrêter d'agir pour la France des rentiers, mais pour celle qui travaille, celle qui se lève tôt le matin, celle qui produit des richesses et celle qui peine en ce moment, qui n'a jamais autant peiné. Moins d'autosatisfaction, moins d'effets d'annonce, plus d'actions vigoureuses et déterminées pour faire de l'emploi une véritable cause nationale. Bien, pour vous répondre, la parole est à Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, inversez le logiciel. Inversez le logiciel, Monsieur le Sénateur.
Et comprenez bien qu'au lieu d'écréner les chiffres pour essayer de faire spectaculaire, il faut bien faire la différence entre ceux qui sont en définitive des commentateurs des chiffres et ceux qui sont des acteurs qui essayent de faire reculer le chômage. Voilà la réalité. Nous savons dans quel camp vous vous situez. Et nous savons très clairement dans quel camp nous nous situons. C'est vrai que les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles parce que pendant la crise, le chômage a augmenté dans notre pays de 33%. Vous le savez bien. Comme vous savez aussi pertinemment, mais là vous n'avez pas cité ce chiffre, que dans toute l'Europe, le chômage a augmenté de 43%. Et que dans certains pays gérés par vos amis socialistes, le chômage a augmenté beaucoup plus. C'était le cas en Espagne, c'était le cas en Angleterre. Alors si les choses étaient faciles, ça se saurait. On n'est pas obligé de les prendre de façon aussi manichéenne que vous venez de le faire à l'instant, monsieur le sénateur. Inversons le logiciel, comme vous l'avez proposé, en considérant que ce sujet est un enjeu national aujourd'hui, qu'en 2010, c'est vrai que chacun aurait aimé que le chômage recule. Il a beaucoup moins augmenté qu'en 2009. 18,9% d'augmentation en 2009, 3% en 2010. Et ce que nous voulons faire avec les moyens qui sont engagés, c'est tout simplement de permettre de faire reculer le chômage des jeunes, mais aussi d'éviter que de nombreux chômeurs ne basculent dans l'exclusion. Nous faisons une priorité, c'est la volonté du Président de la République et du Premier ministre, de pouvoir faire reculer le chômage de longue durée. Sur tous ces sujets, il y a deux attitudes possibles. Soit de considérer que c'est un camp contre un autre, ou alors de considérer, vous parlez des collectivités locales, eh bien je fais une proposition. Les contrats d'objectifs et de moyens pour l'apprentissage. Si l'État met 1 euro, que les régions gérées par vos amis mettent également 1 euro en face. Voilà ce qui nous permettra aussi d'être beaucoup plus efficaces. Voilà ce qui nous permettra de faire reculer le chômage des jeunes, parce que nous croyons à l'alternance. Sur tous ces sujets, je tiens à vous le dire, ça ne sert à rien de chercher à polémiquer. Les élections présidentielles sont encore loin, elles sont encore beaucoup plus loin dans l'esprit de nos concitoyens. En tout cas, vous déciderez de votre attitude. Nous avons décidé de faire reculer le chômage dès cette année 2011. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite de l'examen du projet de loi adopté par... Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement en direct de l'hémicycle du Sénat. On se retrouve tout de suite avec nos invités, des sénateurs, des ministres pour revenir sur ces différents points de l'actualité. On refait la séance tout de suite. Voilà, on refait la séance et on commence tout de suite avec le sénateur UMP Pierre Hérisson. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous mobilisez évidemment pour Annecy, pour cette candidature aux Jeux Olympiques d'hiver. Déjà, est-ce que vous avez été rassuré de la réponse tout à l'heure de la ministre des Sports ? J'ai surtout voulu démontrer qu'il y a un enthousiasme dans le monde économique, dans le monde sportif et parmi l'ensemble des élus et j'allais dire de l'ensemble de la population de notre département, une volonté après Grenoble, après Albertville et en 2018 à Annecy, de renouer avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en rappelant que les premiers ont eu lieu en 1924 à Chamonix, donc la haute montagne et la tradition de l'olympisme sportif d'hiver. Bon, ils ont eu du mal quand même tous un peu à se mobiliser autour de cette candidature, ça a été un peu poussif, non ? Non, il y a eu des mobilisations et comme toujours, il y a à certains moments des couacs pour des raisons de personnes ou autres. Aujourd'hui, les choses sont bien en marche. Vous avez pu vous rendre compte que le gouvernement Bédé, maintenant, qui a pris la tête de cette candidature. Le préfet Mirabeau et entendu tout le corps administratif des services décentralisés de l'État dans le département, préfet en tête, le maire d'Annecy, le président du conseil général, le président du conseil régional, qui est pourtant pas de la même sensibilité politique. Tout ce monde-là est derrière la candidature, pour pas dire devant. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, François Fillon, vous les sentez prêts à s'engager pour Annecy ? Complètement. D'ailleurs, la semaine prochaine, pas moins de 7 ministres, alors nous aurons la liste très bientôt, pas moins de 7 ministres vont se rendre à Annecy successivement pour converser avec les membres du comité d'évaluation. Et je crois que c'est là que les choses vont se nouer. Il n'empêche qu'il faudra continuer à aller vers la candidature et rencontrer les 114 votants qui vont choisir entre la Corée, l'Allemagne et la France, parce que c'est bien la candidature de la France dont il s'agit. Et juste un petit mot pour finir sur le calendrier. On va connaître la décision quand ?
Sur le calendrier sur le calendrier, nous sommes donc début février, il nous reste 5 mois. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec l'Angleterre, avec le Brésil et avec la Russie pour les dernières candidatures, on s'aperçoit que c'est dans les 3 derniers mois que les choses se jouent, à partir du moment où chacun des membres votants a pu faire une analyse objective et voir l'intérêt de notre dossier qui est développement durable et qui est surtout la haute montagne qui par définition la neige, la glace. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour des Jeux olympiques d'hiver et des Jeux paralympiques qu'il ne faut jamais oublier. Pierre Hérisson, vous faites partie de la majorité présidentielle. J'ai envie de vous poser une question assez simple. Pour ou contre Jean-François Copé ? Sur la question de la TVA et des charges sociales. Sur tous les ballons d'essai, les polémiques, les débats lancés. Aux parlementaires sur ce sujet et que ce ne soit pas seulement une relation entre des personnes et les médias. Pierre, ils sont beaucoup dans la majorité, dans l'UMP, accusent Jean-François Copé de vouloir plomber la campagne pour les cantonales. Non, je ne crois pas à ça. On n'est pas tout à fait dans le même débat que lorsqu'il s'agit d'élire nos élus nationaux. Je crois que le débat national ne doit pas gêner, mais ne doit pas non plus s'arrêter au motif qu'il y a des élections locales. Très bien, merci beaucoup Pierre Hérisson d'avoir été avec nous. David Assouline maintenant nous a rejoint. Bonjour David Assouline, peut-être déjà un mot des 2 questions posées à Michel Alliot-Marie sur la situation internationale, bien sûr sur la situation en Égypte, mais également sur son fameux voyage fin décembre en Tunisie. Est-ce que vous êtes de ceux qui, au sein du Parti Socialiste, demandent la démission de la ministre des Affaires étrangères ? Déjà, je veux pondérer ce qui a été dit parce que personne n'a évoqué directement les problèmes personnels de Madame Alliot-Marie. Les choses ont été posées politiquement dans les 2 questions par le Parti communiste puis ici, par le Parti socialiste. Dans l'hémicycle du Sénat, oui, mais la réponse de la ministre a été d'une extrême violence et je pense qu'il faut reprendre ses esprits parce que dans cette affaire, c'est la diplomatie française et l'image de la France qui est en jeu. Donc moi, je n'ai jamais été de ceux qui personnellement, à chaque fois qu'un ministre fait un écart, demandaient la démission parce que le président est responsable, le Premier ministre est responsable et les ministres savent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas, ce n'est pas nous qui avons composé ce gouvernement. Mais là, on est dans un moment particulier où je pense que ces erreurs, les fautes qu'elle a commises, qu'elle a quasi admises, au moins dans l'expression, les derniers événements révélés par le Canard enchaîné qui au moins montrent qu'il y a de la désinvolture, qu'une ministre, à un moment où déjà il y a eu l'immolation par le feu de ce jeune Tunisien, puisse être si inconsciente au mieux dans son voyage personnel en Tunisie, ministre des Affaires étrangères de la France, ne pas reporter un tel voyage privé alors que la situation est chaude, je pense que c'est de l'imprudence. Mais maintenant, il s'agit de l'image de la France. Et donc elle peut rester à son poste ou pas ? Non, je dis, comme il s'agit de l'image de la France, je pense qu'il faut qu'il y ait un geste fort pour restaurer la crédibilité de la diplomatie française. À elle et au Premier ministre et au Président de la République de prendre les décisions. Je ne pense pas qu'elle réussira à partir de maintenant à avoir une crédibilité, en particulier dans cette partie du monde, pour représenter notre grand et beau pays. Vous suivez bien sûr avec intérêt les événements aujourd'hui encore en Égypte. Vous qui suivez notamment particulièrement ici au Sénat la question des journalistes. Beaucoup de journalistes français et étrangers ont été arrêtés, sont maltraités aujourd'hui en Égypte. Vous êtes inquiet ? Oui, moi je suis inquiet, bien entendu, parce que on voit que ce qui, à un moment du processus tunisien, a été tenté par les restes du clan Ben Ali, qui était de faire qu'il y ait des provocations, des milices, un peu le chaos, aller s'attaquer aux gens, n'a pas marché. Et l'armée, d'ailleurs, à ce moment-là, a joué un rôle assez de pacification. En Égypte, là, les choses paraissent beaucoup plus houleuses. D'abord, il apparaît que M. Moubarak s'accroche. M. Ben Ali, lui, s'était vite enfui. Il s'accroche. Et puis, cette violence qui s'est exercée cette nuit et qui semble continuer, essayant de provoquer un chaos dans une situation presque qui se transformerait en guerre civile en partisans de M. Moubarak et les autres, est très préoccupant. Et il faut là que toute notre diplomatie, la communauté internationale, la France, agissent
comme l'a fait les États-Unis, pour que la transition soit rapide et qu'il puisse y avoir une marche rapide vers la démocratie là-bas. Très bien, merci beaucoup David Assouline d'avoir été avec nous. On accueille maintenant le ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Ollier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Sénat qui examine cette semaine le projet de loi sur l'immigration, avec déjà une disposition importante de ce texte qui va être en discussion dans l'hémicycle. Ça va reprendre dans quelques minutes. Je parle de l'extension de la déchéance de nationalité. Est-ce qu'à votre avis, il va y avoir au Sénat cet après-midi une majorité pour voter cette disposition du projet de loi du gouvernement? Pour être très franc, les impressions qui ressortent des contacts que j'ai me laissent penser qu'il y aura quelques difficultés pour voter cette disposition. Je souhaite néanmoins qu'elle soit votée. Je le souhaite. Et les sénateurs vont se prononcer à leur âme et conscience. C'est un problème... Il n'y a pas de consigne de vote au sein du groupe UMP? Non, sur des sujets de ce genre-là, il n'y a pas de consignes de vote qui sont données. Le gouvernement ça remettra à la sagesse des assemblées, mais de toute manière le débat n'est pas achevé. Il y a encore des épreuves parlementaires avant que le texte soit définitivement voté. Mais nous souhaitons quand même que cette disposition soit votée, parce que lorsqu'il y a des crimes odieux, lorsque cela concerne des personnes dépositaires de l'ordre public, il faut que ces personnes-là sachent qu'il y a une réaction forte de l'État, et la déchéance de nationalité doit pouvoir en faire partie. En tout cas, c'est le sentiment du gouvernement. Il y a un autre point de divergence assez fort, y compris au sein de la majorité, c'est sur la rétention des sans-papiers. Est-ce que là aussi, ça va être difficile de trouver une majorité ? Je suis la plus optimiste sur cette mesure. Là, c'est une mesure de bon sens, ce n'est pas un cas de conscience. Le problème de la déchéance de la nationalité peut être pris dans les cas de conscience, dans les problèmes de conscience légitime de chacune et chacun des sénateurs. S'agissant du problème des 5 jours, du délai de rétention de 5 jours, c'est un problème de bon sens. Ça n'a rien à voir avec la conscience. Il faut rétablir l'ordre des juridictions, et la juridiction administrative doit pouvoir s'exprimer pour que le juge du judiciaire puisse après, c'est-à-dire en délai de 5 jours, s'exprimer lui aussi et avoir le dernier mot. Car en définitive, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Donc il faut ces 5 jours, puisqu'il y a 72 heures, il y a 48 heures plus 72 heures, ça fait 5 jours. Avant que le judiciaire... du respect notamment des libertés publiques, la commission des lois est contre cette disposition-là. Mais justement, je suis étonné qu'elle soit contre, parce que c'est justement pour respecter la hiérarchie des juridictions et faire en sorte que le judiciaire puisse s'exprimer en dernier, que nous souhaitons que cette disposition soit prise. Parce que si d'aventure un juge s'exprime avant l'autre qui n'a pas le dernier mot et qu'on relâche la personne en question, forcément, lorsqu'elle est partie, on ne peut plus la rattraper. Et après, la justice ne peut pas avoir le dernier mot. Non, il faut que ce soit le judiciaire qui ait le dernier mot dans cette affaire. Donc on rétablit simplement l'ordre des juridictions, ça n'a rien d'inconstitutionnel. C'est du bon sens, je le répète, et j'espère que le Sénat sera sensible à cet argument. Vous connaissiez bien l'Assemblée nationale, vous découvrez tout l'art de la négociation qu'il faut déployer ici au Sénat? Oh, il y a longtemps que je connais le Sénat. Vous savez, dans une autre vie, j'étais conseiller de 2 premiers ministres et du ministre de la Justice, Alain Peyrefitte notamment. Et j'ai vécu des heures passionnantes au Sénat à l'époque pour faire voter le texte Sécurité et Liberté qu'il défendait. Il y a très longtemps que je connais le Sénat. J'ai beaucoup de respect pour le travail que font les sénateurs. Et moi qui, pendant 20 ans, ai été député et président de commission à l'Assemblée nationale, je connais parfaitement l'Assemblée, vous avez raison, mais j'ai toujours, là où j'étais à l'Assemblée, toujours eu beaucoup de respect pour la position des sénateurs qui prennent un peu plus de recul que nous, peut-être à l'Assemblée, et apportent par ce qu'on appelle la sagesse du Sénat, un équilibre qui est nécessaire aux institutions. Donc je suis très à l'aise au Sénat, il n'y a pas de souci. Au sein de la majorité présidentielle, au sein de l'UMP en ce moment, Patrick Ollier, le climat est un peu tendu entre les pros et les anti. Jean-François Copé, vous vous placez dans quel camp? Moi je me place dans le camp de ceux qui sont derrière Nicolas Sarkozy et qui veulent le faire gagner à la prochaine élection présidentielle. Mais il va surtout servir Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il faut, comme Jean-François Copé, lancer des idées, des débats, des polémiques, faire vivre le débat politique et public? Je suis attentif à ce que vous dites et ce que les journalistes disent, mais c'est une tempête dans un verre d'eau. Nous sommes à l'UMP tout à fait unis dans les intentions du président de la République et l'action qu'il conduit, d'ailleurs le Premier ministre. Si le président de la République a souhaité que Jean-François Copé dirige l'UMP, c'est qu'il avait ses raisons. Ces raisons, je les respecte et je soutiens Jean-François Copé à la tête de l'UMP avec mes amis. Cela étant, on peut discuter de savoir s'il faut plus débattre ou moins débattre sur tel ou tel sujet. Mais c'est bizarre. Comment les choses sont faites? Dès qu'un parti débat, je vais parler du Parti Socialiste, mais c'est pareil pour le Parti Socialiste, c'est la pagaille.
Et si nous ne disons rien, alors nous sommes des godillots. Si vous pouviez me dire où il faut mettre le curseur du débat, ça me ferait plaisir. Mais certains accusent quand même Jean-François Copé, au sein de la majorité, de plomber, de pénaliser la campagne des élections cantonales. Je vous rassure, mais je ne sais pas si on l'a dit à votre antenne, mais moi, je n'ai pas entendu dire ça. Hein. Bon. Là, si, il y a des élus UMP qui, sur le terrain, sont assez inquiets. Il y a des élus UMP, je veux bien croire, qu'il y a des élus UMP qui ont des cantons renouvelables dans la circonscription, j'en ai dans la mienne d'ailleurs, qui sont inquiets parce que tel ou tel parle de tel ou tel sujet en disant « Ah, ça va avoir des répercussions dramatiques dans mon canton ». C'est certainement vrai. C'est pas pour autant qu'il y a une remise en cause de la hiérarchie du mouvement, parce qu'il faut bien qu'on débatte. Si on veut que les Français comprennent ce que l'on veut faire pour l'avenir du pays dans les 2 ans qui viennent, à travers la future campagne présidentielle, il faut bien qu'on ouvre le débat dès aujourd'hui. Donc je ne suis pas gêné par le débat, mais il faut effectivement peut-être limiter la dimension de ces débats-là pour éviter ce que vous dites. Et c'est entre nous, au bureau politique, nous en avons discuté encore hier matin, et nous en avons discuté avec beaucoup de conviction, et Jean-François Copé était tout à fait d'accord. Nous allons faire en sorte que les débats qui seront soumis à l'avis du public, dans la mesure où on va débattre avec les Français, parce que l'UMP veut débattre avec les Français, soient hiérarchisés pour que ça rentre plus dans une cohérence de la vision qu'on souhaite avoir pour après 2012 pour la France et les Français. Patrick Ollier, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander comment vous vivez la tempête médiatique que traverse Michel Alliot-Marie cette semaine. Très mal. Très mal parce que je suis choqué de l'outrance des accusations. Je suis choqué des amalgames qui sont faits et des suspicions qui sont créées, parce que si quelqu'un suit une ligne droite dans le cadre justement de cette volonté de ne pas mélanger la vie privée et la vie publique, c'est bien Michel. Si quelqu'un respecte les critères de l'honnêteté jusqu'au bout des ongles, c'est bien elle aussi. Et c'est très injuste que ce soit elle qui soit frappée par cette polémique, qui est une polémique de mauvaise foi incontestablement. J'y suis associé aussi puisque j'étais avec elle. Vous étiez avec elle, oui. Et nous étions avec ses parents, et on passe toujours nos vacances en famille d'ailleurs, tous les ans, et je trouve ça choquant. Alors qu'on l'attaque par rapport à ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas dans le cadre de la politique étrangère, c'est légitime. Mais ceci est malveillant, et frapper les gens dans le dos, c'est pas correct. Voilà, alors vous me demandez ce que j'en pense, j'en souffre pour elle, et j'en souffre aussi personnellement parce que c'est douloureux à supporter. Mais vous la sentez suffisamment solide pour traverser ce moment je m'inquiète politique. pas pour ça. Elle est suffisamment solide, mais elle ressent ça comme une profonde injustice, et elle en souffre également. Il ne faut pas s'imaginer que Michel n'a pas de cœur, il ne faut pas s'imaginer que tout ceci ne la touche pas. Bien sûr qu'elle est touchée. Mais quand même, quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on se rend dans un pays où il y a des troupes qui ont commencé, il faut faire attention. Excusez-moi, les troubles ont commencé le jour où nous sommes arrivés. Enfin, même pas, parce que les troubles ont commencé dans les manifestations quand nous sommes partis. Mais l'affaire du jeune qui s'est immolé au feu, c'était le jour même de notre arrivée. Donc très sincèrement, à Tabarka où nous étions, dans un hôtel, franchement, moi je n'avais pas la sensation qu'il se passait ces problèmes-là en Tunisie. Michel savait bien qu'il y avait des tensions fortes, mais je crois savoir que tous les commentateurs au monde, à commencer par en Tunisie les responsables du gouvernement, n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Et que le jour même du départ de M. Ben Ali, le matin, personne n'aurait misé un centime sur le fait qu'il parte le soir. Donc il faut aussi ramener chaque chose dans son contexte et à sa juste valeur. C'est malgré tout une leçon de vigilance. Mais je le prends comme ça, c'est une leçon de vigilance, et très sincèrement, ça va l'amener probablement à réfléchir à 2 fois à ce que nous ferons les week-ends prochains ou les vacances prochaines. Très bien, merci beaucoup Patrick Ollier d'avoir répondu en direct à nos questions. Barry Zakhari, sénatrice socialiste, est maintenant avec nous. Barry Zakhari, vous connaissez bien sûr très très bien le Maghreb, tout le monde arabe. Comment vous vivez depuis 4, 5, 6 semaines tout ce qui se passe dans ces pays-là? Eh bien, écoutez, avec bonheur et appréhension. Avec bonheur parce que
dans ces manifestations et démontrer que l'obsession islamiste est une hypothèque qui a été mise en avant et qui est complètement fausse. Ces gens ont besoin de liberté et ils se sont retrouvés face à des dictateurs. Les colons étant partis, on a mis des colons qu'on pouvait diriger de loin. Donc là, tout d'un coup, il y a un souffle de liberté incroyable et cette obsession de l'islamisme finalement a disparu. Donc avec bonheur et avec appréhension même pour les transitions. Sur la situation en Égypte. Égypte. Bien sûr, il y a des craintes. Mais avec appréhension par rapport aux transitions, parce que j'ai quand même le souvenir du bonheur de certains quand il y a eu la révolution iranienne et puis les déceptions qui sont arrivées derrière. Donc il faut être très prudent et je n'en rajouterai pas là-dessus. En revanche, sur le projet de loi immigration, j'aimerais dire un mot. On va en parler avec François-Noël Buffet, sénateur UMP, qui vient de nous rejoindre. Très bien, c'est un très bon rapporteur, d'abord. Voilà. Mais une observation générale sur la question du texte. Je remarque pour la première fois, enfin que c'est rare cette année, que nous ayons un texte qui ne soit pas dans une procédure accélérée. Ça n'est pas dans une procédure accélérée. C'est déjà un bon point. Non, je ne dis pas que c'est un bon point. J'ai des doutes sur ce qui est, sur les raisons. Et je me demande, c'est une question que je me pose, comme beaucoup d'autres, si on ne veut pas commencer à distiller les thèmes de la future campagne électorale qui s'annonce. Et Marine Le Pen ayant posé les thèmes concernant les musulmans, la droite républicaine, pour gagner les élections, pourrait poser les thèmes sur l'immigration. Et ça se rejoint. Alors donc c'est quand même inquiétant. le rapporteur du projet de loi ici au Sénat va vous répondre tout de suite, parce qu'après je sais qu'il doit rejoindre l'hémicycle où l'examen du texte va reprendre dans quelques minutes. François-Noël Buffet, peut-être déjà pour répondre à Barry Zacharie. Oui, d'abord pour dire que on ne sait plus finalement à quel sein se vouer. Soit on est en procédure accélérée et nous sommes critiqués, soit on est en procédure, j'allais dire parlementaire normale et nous sommes critiqués. Bon, ce que je veux dire, c'est que moi j'apprécie le fait qu'on soit dans une procédure parfaitement normale, qui laisse la place au débat, à la discussion, au travail avec l'ensemble des collègues et qui va permettre à ce texte de mûrir dans le cadre de ce que l'on appelle traditionnellement la navette parlementaire. Donc tant mieux pour une fois. Alors justement, le débat, il va avoir lieu là cet après-midi. Ça va reprendre avec notamment les dispositions autour de la déchéance, de l'extension de la déchéance de nationalité. Patrick Ollier, qui était à votre place il y a quelques instants, nous disait qu'il n'y aurait sans doute pas de majorité pour voter cette disposition. C'est aussi votre avis ? Je crains de devoir le regretter. Je crains de devoir le regretter. En tous les cas, nous verrons tout à l'heure. Mais il y a un débat de fond important. Moi, je voudrais simplement dire que sur ce sujet-là, la commission des lois a repris le texte venant de l'Assemblée nationale, l'a encadré encore plus juridiquement pour qu'il réponde au caractère constitutionnel de celui-ci, pour que ce que pourront prononcer les magistrats soit parfaitement aussi encadré. Et puis sur le fond, il est vrai que on devrait se poser la question suivante, me semble-t-il, lorsque la France octroie la nationalité française à un étranger qui le demande, quel que soit l'étranger, bien évidemment. Il est peut-être normal aussi qu'elle se pose la question de cet octroi lorsque les atteintes à l'État sont extrêmement fortes. C'est la seule question que l'on doit se poser et ensuite de régler les problèmes juridiques de façon très précise. Voilà, je vais devoir vous quitter parce que la séance reprend. Est-ce que je peux vous poser juste une toute petite dernière question ? Les magistrats du tribunal de Nantes se sont mis en grève cet après-midi après les déclarations ce matin du chef de l'État dans l'affaire de la jeune Laetitia qui a été assassinée. Le chef de l'État réclamait des sanctions contre les graves dysfonctionnements qui ont eu lieu dans la police et dans la justice. Vous êtes d'accord avec ces propos du chef de l'État ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qui vient d'être dit. S'il y a eu des dysfonctionnements, ils doivent être donnés, établis, et il y a des procédures pour cela, et auquel cas, eh bien, on en tire les conséquences. En revanche, s'il est établi qu'il n'y en a pas eu, eh bien, voilà, que les choses soient simples et transparentes. Il se peut qu'il y ait eu des dysfonctionnements. Je suis incapable de vous le confirmer. Faute de moyens, disait le magistrat. Écoutez, il se peut. S'il y en a, il faut régler ce problème-là, dont acte. Mais je ne veux pas faire plus loin de commentaires en l'état. Très bien, je vous laisse rejoindre la séance qui vient de démarrer à nouveau sur le projet de loi immigration. François-Noël Buffet, merci d'avoir été avec nous. Barry Zacharie, juste peut-être pour finir, avant d'entamer un autre débat sur ce projet de loi immigration, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a également déposé un amendement pour un régime spécial de rétention pour les étrangers terroristes. Est-ce que là, il faut suivre le gouvernement ?
Écoutez, pour le moment, nous en sommes dans le débat, tout à l'heure, à la déchéance de nationalité. Alors moi, j'ose espérer que les centristes, qui sont ici la minorité de blocage, et qui ont toute leur importance, iront jusqu'au bout qui seront en cohérence avec les valeurs qui sont les leurs, et qu'ils feront ce front républicain que nous attendons depuis longtemps pour ne pas être d'accord. Visiblement, ils ont bien l'intention de le faire. Oui. Alors j'espère qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Patrick Ollier, François-Noël Buffet ont confirmé qu'il n'y aurait sans doute pas de majorité au Sénat. Donc vous allez être satisfaite sur ce point-là. Oui, un front républicain comme nous l'avons fait pour l'ADN ici, et le Sénat s'honorerait de supprimer cette disposition qui est anticonstitutionnelle à nos yeux. Très bien, donc merci. Voilà une amie centriste qui va peut-être répondre, et j'espère qu'ils seront à la hauteur cet après-midi de nos attentes. Effectivement, Catherine Morin-Desailly, merci d'être avec nous. Juste un petit point avant de parler avant de parler de l'Égypte. Pour finir sur le projet de loi immigration, vous confirmez que votre groupe ne votera pas l'extension de d'échéance de nationalité? Tout à fait, c'est une décision collégiale de notre groupe, des centristes. Catherine Morin-Desailly, vous êtes la présidente ici au Sénat du groupe d'amitié France-Égypte. Est-ce que vous êtes inquiète cet après-midi des heurts au Caire, de tous les problèmes, de l'attaque des pro-Moubarak? Comment vous sentez l'ambiance? Vous savez, quand il y a de la violence, quand il y a des victimes, on est forcément toujours inquiet et attentif à la façon dont les événements se déroulent et la façon dont ils vont se dérouler dans les jours qui suivent. Même si on sait que les mouvements qui ont lieu à l'heure actuelle sont aussi des aspirations à plus de liberté, plus de démocratie. Donc vous avez l'impression aujourd'hui que le pouvoir cherche à gagner du temps ? Je crois que le pouvoir essaye différentes solutions, peut-être, avant d'être obligé d'aller plus loin. Cette semaine va sans doute être très décisive, Oui, et sans doute cette journée et la journée de demain, vendredi, qui est la journée traditionnelle de la prière. Monique Cerisier-Benguiga nous a rejoint. Bonjour, vous connaissez extrêmement bien cette région. Comment vous voyez sur place le rôle de l'armée? On a vu ces instants de fraternisation au départ, et puis on a vu que l'armée non plus ne faisait rien contre le président Moubarak. Comment vous sentez et voyez les choses? En effet, ceux qui en ce moment essaient de gagner du temps, c'est très certainement les généraux. Parce que l'armée est la force politique et financière principale du pays. Elle possède la plupart des terres à construire, elle possède un très grand nombre d'industries, et les militaires de haut grade bénéficient d'un niveau de vie tout à fait favorable et en général en lien avec le monde industriel. Donc il n'est pas étonnant que l'armée égyptienne, qui est une armée de conscription, actuellement soit dans une phase attentiste où on laisse les conscrits fraterniser avec le peuple, mais où en même temps on attend un petit peu avant de laisser tomber Moubarak. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les États-Unis ont décidé en 2 jours de laisser tomber Ben Ali et qu'ils attendent pour laisser tomber Moubarak. Il y a quand même eu un appel à une transition démocratique beaucoup plus rapide de la part de Barack Obama, de la part d'Hillary Clinton. Oui, mais le problème est de savoir à quel moment on laisse tomber un dictateur. Et quel est le danger de le laisser tomber trop vite? Or, pour les États-Unis, l'enjeu égyptien est énorme, parce que c'est le pays qui démographiquement pèse le plus lourd, et c'est le pays qui, en 1979, a signé un traité de paix avec Israël. Donc, les États-Unis ne peuvent pas prendre de risques avec l'Égypte, même si ça coûte des morts et des blessés au peuple égyptien, comme il l'a fait pour la Tunisie. Vous l'avez rencontré, le président Moubarak, lors de vos nombreux voyages dans cette région du monde? J'ai rencontré surtout Omar Souleyman, et dans le rapport que j'avais fait à l'époque avec mon collègue Jean-François Pensé, nous avions dit c'est évidemment lui qui détient les rênes du pouvoir, et c'est lui qui pourra prendre la succession, et sûrement pas le fils Moubarak. Mais je voudrais redire un point. Je crois qu'il ne faut pas parler de pro-Moubarak dans la journée d'hier. Ce sont des nervis. Si le mot n'est plus très bien compris, ce sont des hommes de main, des voyous tirés des prisons, à qui on donne des gourdins et qui ont pour aller taper sur les manifestants. Ça, c'est un grand classique.
En écho à l'appel de Barack Obama il y a 2 jours à une transition à accélérer vers plus de démocratie en Égypte, il y a eu ce communiqué ce matin de 4 chefs d'État importants au niveau européen, dont Nicolas Sarkozy, dont David Cameron, donc les Espagnols, etc. Mais l'Égypte refuse toute ingérence. L'Égypte doit se réformer, doit poursuivre ses réformes. D'ailleurs, nous avions prévu avec un groupe transpartisan de sénateurs de nous y rendre d'ici quelques jours. Bon, nous allons reporter notre déplacement pour des raisons évidentes d'opportunité. Le but de notre déplacement était justement de mesurer l'état de l'amélioration de ce qu'on appelle l'état de droit, des libertés, la façon dont les réformes s'engageaient-elles à un rythme assez important. C'était autant de questions que nous posions et autant de questions qu'aujourd'hui le monde occidental se pose et la façon dont il observe aussi ce qui se passe en Égypte. Pour revenir à la situation de ces jours, qui est une situation forcément tendue, je rejoins tout à fait l'analyse de ma collègue, à savoir que l'exercice est délicat dans la mesure où, en imaginant que dans une situation de chaos, les islamistes prêtent le pouvoir, ce serait une rupture aussitôt avec Israël, avec des risques importants de déstabilisation de cette zone du Proche-Orient. Oui, que vous connaissez bien, Monique Cerisier Benguiga. Le Premier ministre palestinien était reçu ce matin, il est en visite en France là, pendant 2 jours, il était ce matin reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous l'avez rencontré? Oui. Vous l'avez senti inquiet par la situation en Égypte? Non, nous n'avons pas du tout parlé de l'Égypte. Parce que pas du tout. Parce que Salam Fayyad, lui, a un objectif politique auquel il se tient, qui est d'arriver à créer les instances d'un État palestinien sans s'occuper du reste. Et lui, son objectif, c'est fin août 2011. Non, sur l'Égypte, je pense qu'il faut revenir sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'État de droit. Que ce soit sous Nasser ou sous Sadat ou sous Moubarak, c'est pareil. L'état de siège dure depuis la présidence de Saddam, ça n'a jamais cessé. Lisez Immeuble Yacoubian et vous verrez ce que c'est que l'absence d'état de droit. Mais c'est un peuple d'une patience infinie et pour réussir à le jeter dans la rue, il faut vraiment l'avoir poussé au-delà de toute extrémité. Il faut que la misère et surtout l'absence de dignité liée à un pouvoir uniquement répressif ait poussé les Égyptiens à bout. Encore faut-il qu'il puisse y avoir une alternative démocratique possible. Ah oui, mais attendez, une alternative démocratique, nous, on a mis combien de temps en France à en faire une? Nous avons commencé notre révolution en 1789 et nous avons établi à grand-peine la Troisième République en 1875, près d'un siècle. Je pense que pour l'Égypte, il faudra pas moins de temps. Il y aura des allées, des venues. Oui, mais au risque de la déstabilisation d'une région qui est déjà très fragile. Vous ne croyez pas que Bonaparte a sérieusement déstabilisé l'Europe au début du XXe siècle? Nous sommes des peuples vieux. Du 19e. Du 19e. Nous sommes des peuples vieux. Nous n'imaginons plus ce que c'est que des peuples jeunes qui veulent à tout prix sortir de la situation dans laquelle on les a placés. Les Égyptiens, à 50%, ont moins de 18 ans. Oui, créer les conditions du pluralisme, de la diversité politique, créer les conditions des libertés fondamentales comme la liberté d'expression de la presse, c'est vrai, c'est un exercice qui prend un peu de temps. Il faut passer bien sûr par l'éducation, je crois que c'est extrêmement important. Nous, c'était le message qu'on souhaitait faire passer en nous déplaçant là-bas. On avait prévu toute une série de rencontres. C'est aussi les libertés fondamentales. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je dirais dans une alternative assez courte, là, dans un premier temps, quel peut être l'accompagnement par exemple de votre groupe d'amitié? Bien, c'est d'aller sur place, rencontrer des intellectuels, des membres de la société civile engagés. Vous allez pas le faire dans un proche média, vous allez attendre que les choses se calment, j'imagine. Voilà, mais dès que nous le pourrons, nous irons. C'était bien notre intention. Nous avions également prévu de rencontrer l'ensemble des autorités religieuses de ces pays pour faire passer aussi un message de tolérance, de respect mutuel et de paix, faire passer le message que, comme en France, où nous avons le principe de laïcité, chaque religion doit être respectée dans son exercice. Voilà, c'est un exercice assez long, mais qui doit absolument se faire.
La difficulté est de rencontrer des gens avec qui nous n'avons pas d'atome crochu. Et lors de la mission que nous avions menée avec Jean-François Poncet, nous avions passé beaucoup de temps à rencontrer les islamistes et nous avions pu constater à cette occasion qu'en Égypte, ils étaient très divisés et qu'en fait, ceux qui étaient les victimes de la répression étaient les islamistes démocrates, alors que les autres étaient bien tranquilles. Donc le pouvoir les laissait bien tranquilles. Donc en fait, il était très clair que les islamistes ne veulent, c'est des gens qui ont du temps devant eux et ils ne veulent pas prendre le pouvoir politique. Ça, c'est une erreur de jugement, de vue d'Europe, de croire que les islamistes veulent prendre le pouvoir politique. Ils veulent garder une influence sur la société et ils veulent avoir une influence dans la politique, mais pas prendre le pouvoir. Bah écoutez, on verra bien dans les semaines qui arrivent ce qui va réellement se passer en Égypte. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Public Sénat pour refaire avec nous la séance. Merci de nous avoir suivis sur Public Sénat. Très bon après-midi à tous sur notre antenne. Six siècles après leur arrivée en Europe, les Roms continuent à vivre de caravane en bidonville aux portes de nos sociétés. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. L'histoire des Roms est jalonnée de fantasmes. Les Roms subissent en effet d'importants préjudices et on doit changer les stéréotypes. Ce qui pour nous représente le plus grand progrès, c'est que le nombre de Roms éduqués augmente chaque année. On voudrait montrer que les questions Roms ne concernent pas uniquement la communauté des Roms, elles concernent toute l'Europe. Rome, premier peuple européen.